Hello everybody. So I apologize, I won't be speaking to you in French. Bonjour à tous. Malheureusement, je ne pourrai pas m'exprimer en français. Ce sera donc en anglais. Donc, je travaille dans le TerraCycle travaille sur le traitement des déchets au niveau mondial, y compris en France, qui est un de nos plus grands marchés. Mais il y a également l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe Est et Ouest. Donc, pendant 10 ans, nous nous sommes développés avec un seul concept, supprimer, travailler sur le concept des déchets. Mais pour comprendre ce que nous avons fait, il faut prendre un peu de recul et regarder ce que sont les déchets. La chose la plus importante à comprendre sur les déchets, c'est que ce n'est pas un concept naturel. Ça n'existe pas dans la nature. On l'a appris en primaire, si vous voulez. Quand un arbre fait tomber des feuilles, les feuilles vont pourrir, vont être réutilisées par d'autres organismes et ça crée un grand cycle de réutilisation. Donc, les déchets, c'est un concept humain et, en l'occurrence, c'est créé par l'homme et c'est moderne. Ça fait à peine 100 ans qu'on parle de déchets, ce qui finalement nous pousse à l'optimisme parce que ça veut dire que si c'est assez récent, on pourra peut-être résoudre ce problème. D'où viennent les déchets? Les déchets sont le résultat d'une équation liée à deux choses modernes. Tout d'abord, nous consommons beaucoup plus que nous n'avons jamais consommé dans toute l'histoire de l'humanité. Nos parents, les parents de nos parents, les parents des parents de nos parents. Et ils achetaient les choses pour que ça dure, pour pouvoir les transmettre à la génération suivante. Aujourd'hui, j'ai un T-shirt, je le balance, j'en achète un autre. On ne répare plus rien, on achète, on jette. Et le problème avec tous ces achats compulsifs, c'est que tout ce qu'on achète est issu de produits extrêmement complexes, d'un processus industriel complexe qui relie à l'idée justement de créer des déchets au fur et à mesure. Les déchets sont un problème énorme. Il y en a 5 milliards de tonnes qui sont produits chaque année dans le monde, dont 25% arrivent dans l'océan. Et des tonnes et des tonnes de déchets sont balancés dans la mer tous les ans. Une petite partie d'entre eux, environ 15%, peut-être 25% en Europe sont recyclés. Tout le reste va dans deux choses. Soit on le brûle, ou on l'enterre. Le plus souvent, on enterre les déchets. Souvent on brûle, parfois on enterre. Ce sont les deux manières que l'on a de gérer les déchets. Ce n'est pas une très bonne manière d'utiliser les produits, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Alors, comment se débarrasser de ce concept de déchets? Une des choses qui me frustrait beaucoup quand je travaillais dans une usine de traitement des déchets, c'est que les entreprises hyper cool comme TerraCycle qui essaient de traiter les produits différemment n'étaient pas assez développées. La question est de résoudre le problème de fond. Mais la vraie question, c'est comment éviter de ne pas créer les déchets, pas comment les traiter. Ce qui nous demande de nous poser des questions en tant que nous, comme personnes, et de ce qu'on fait pour nous inscrire dans le problème général du traitement des déchets, de l'émission des déchets. Et là, vous voyez un tableau qui indique qui répartit les différentes habitudes de consommation des moins productrices de déchets à celles qui sont le plus. Première chose, il faut d'abord consommer, acheter les choses de manière consciente, parce que à chaque fois qu'on achète des choses qui vont être jetées, on encourage à la création de déchets. Si vous achetez du Coca-Cola, vous les encouragez dans leur approche. Donc, chaque fois que vous achetez, vous prenez une décision, une sorte de vœu. Donc, à chaque fois que vous achetez, réfléchissez si ce sont des choses jetables ou pas. Donc, essayez d'acheter durable. Ce qui est durable va diminuer la nécessité de traiter les déchets ensuite. Si vous achetez des choses durables, étape suivante, essayez de ne pas les acheter neufs, mais les acheter d'occasion. Et ce qui est encore mieux, c'est arrêter d'acheter les choses. C'est ça la réponse. Donc, mon entreprise vous dit arrêtez d'acheter. Voyons maintenant les déchets qui sont créés. Certains peuvent être recyclés. C'est limité uniquement aux choses qui font partie de l'économie positive, si vous voulez. Le papier, l'aluminium, le verre, tous les éléments qui sont jetables n'ont rien de particulier. Une bouteille par rapport à une couche n'a rien de plus. La seule chose, c'est qu'elle a de la valeur.
Et sa valeur est tellement importante que ça vaut le coup de le recycler. Tout ce qui n'est pas recyclable tombe dans d'autres catégories. Techniquement, on pourrait le recycler. Aujourd'hui, on collecte des cigarettes en France. On les collecte, on les recycle. Des bouchons de café, des bouchons de bouteilles, etc., etc. Simplement, ça coûte plus cher à collecter et ça coûte plus cher à retraiter. Et ça ne vaut pas forcément toujours le coup économiquement. C'est pour ça qu'on ne le fait pas, mais c'est faisable. Donc, ce qui est vraiment intéressant sur les déchets, ce qui nous relie à la question de l'économie en général, qu'est-ce que c'est que l'économie des déchets? Quand j'étais à Princeton, à l'université, j'ai appris la question de la courbe de l'offre et de la demande, qui est à cette tête-là, comme vous pouvez voir. Si vous avez plus de pommes de terre, le prix de la pomme de terre va descendre, relation entre l'offre et la demande. Mais où est-ce qu'on met les déchets sur ce merveilleux tableau? Le problème, c'est qu'il n'y a nulle part où mettre les déchets, parce que les déchets tombent dans la partie négative de l'économie. Les déchets, c'est ce pourquoi on est prêt à payer pour s'en débarrasser. Ce qui nous amène à l'économie des couches sales. Il s'agit d'une demande négative. On paye pour s'en débarrasser. Donc, les couches sales sont en quelque sorte un bien qui a une valeur parce que les gens vont payer pour s'en débarrasser. Alors, avant on va vous expliquer ce qu'il y a de formidable dans le traitement des couches sales aux États-Unis, il y a de plus en plus de demandes. Ce qui nous amène à la deuxième ligne de notre courbe. Du coup, un jour, ce ne sera plus un prix négatif, mais un prix positif. Au moment où on passe le zéro et qu'on arrive au moment où ça vaudra le coup, hop, ça remonte et on arrive dans le cycle classique avec la courbe classique d'offre et demande, il y a une valeur. Donc, la valeur des déchets. On peut considérer que les déchets ne sont pas seulement un passif, mais ça peut devenir une vraie valeur ajoutée. Cette bouteille n'est pas qu'une bouteille, elle est trois choses. C'est du PET, c'est du plastique, mais ce n'est pas seulement du plastique. On dirait que c'est une bouteille. Donc, c'est également, au-delà de sa composition, c'est également un produit qui a une forme définie, une bouteille. Troisième chose, c'est un concept, une idée. L'idée de créer une bouteille qui a cette forme-là avec le liquide à l'intérieur. Donc, chaque produit est la combinaison de ces troisième éléments qui demandent de l'argent pour être créé. La composition, la forme et son usage. Et c'est en analysant ces trois points qu'on peut étudier la question des déchets. Donc, les choses qu'on fait le plus couramment aujourd'hui sont linéaires. On peut seulement enterrer ou brûler. Mais il y a des moyens de faire les choses de manière circulaire. Et c'est là-dessus que dans 24 pays, TerraCycle a réfléchi depuis 15 ans. Il n'y a pas d'exception à cette logique qu'on met en place. La meilleure chose que l'on puisse faire avec les déchets, c'est les réutiliser. Réutiliser, c'est tirer profit de chacun des aspects du déchet, sa forme, sa composition et son intention pour les réutiliser. Regardez, par exemple, un des premiers produits qu'on a inventé. Des dizaines de millions de ces petites bouteilles sont jetées en permanence. On les a vidées, on les a remplies avec du caca liquide qui en fait crée un fertilisant et on l'a vendu. Et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui a été produit à plusieurs millions d'exemplaires. Par exemple, là, on a travaillé avec Unilever pour utiliser des récipients qui pouvaient être utilisés pour servir de récipients pour les plantes, de pots pour les fleurs. Voilà ce à quoi ça ressemble ensuite. Réutiliser les produits ne peut être fait que sur environ 1% des produits qu'on utilise. Donc, l'autre possibilité, c'est les upcycling, qui consiste à utiliser le produit, mais pas son intention. Par exemple, les produits, certains produits plastiques, tout ce qui est fabriqué avec une partie de plastique, etc. Tout ce que vous voyez à l'écran sont faits à grande échelle par les entreprises qui les vendent. Les sacs, les chaussures, etc., etc. Timberland a accepté de collaborer avec nous pour faire
faire des chaussures à partir des déchets. On a compressé des anciens déchets pour faire la semelle et utilisé des anciens plastiques pour faire le dessus. Ici, vous voyez le musée d'art moderne à New York, où nous avons effectué un show, un spectacle de mode à partir de robes en produits recyclés. Tout cela peut être mis en place dans le monde entier. Vous voyez une carte ici des nombreux pays dans lesquels on intervient. Vous voyez qu'en France, nous intervenons beaucoup et nous avons découvert que la question des déchets se pose à l'échelle de toute la planète. Si les problèmes sont mondiaux, les solutions peuvent l'être également, ce qui veut dire qu'une même entreprise peut faire un produit partout dans le monde. Si on fabrique une brosse à dents, on peut la vendre en Argentine, au Japon ou en France de la même manière à partir du moment où on la produit. Donc là, vous voyez notre position en Europe, mais je vous en prie, rejoignez-nous, envoyez-nous vos déchets. Donc, ce qu'on appelle le upcycling peut être mis en place dans de nombreux endroits. Et tout ce que nous avons fait était fait à 100% à partir de déchets. En Allemagne, à Londres, au Canada, à São Paulo, au Brésil. Vous voyez, un des thèmes de notre action, c'est que tout ce qu'on fait avec des déchets coûte 50 moins cher parce qu'on ne paye pas pour une partie de la matière première. Alors, upcycle ne peut être fait que pour 4% des déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec les 95% restants? Ce qu'on appelle le recyclage. Ce que nous recyclons n'a jamais été recyclé avant. Ça, c'est important. Là, vous voyez la tête de Monsieur Patate. Il est fait à partir de déchets. Là, vous avez des moules d'injection, des moules d'extrusion qui n'avaient jamais été recyclés jusqu'à la présent. Ils le sont. Nous avons également découvert que certaines fois, les entreprises veulent utiliser leurs déchets pour les réinjecter dans leur propre système. Et nous aimons beaucoup cette idée d'une économie circulaire. Ici, par exemple, nous avons travaillé avec une entreprise qui fait des tongs et qui les ont réutilisés pour faire des jeux pour enfants en utilisant intégralement leurs anciennes tongs. C'est même la même couleur, vous voyez. Alors, si vous regardez les crayons ici, ce sont les premiers crayons qui sont faits par une des plus grandes entreprises de crayons à partir de crayons usagés. C'est une première. Donc, nous essayons vraiment de réfléchir à la manière de réintégrer les déchets dans les systèmes des entreprises. Donc, nous essayons de transformer les choses non recyclables en choses recyclables. Et comme je vous l'ai dit, en gros, tout peut être recyclé. Les chewing-gums pré-mâchés, les couches sales. Il n'y a pas d'exception. La seule difficulté, c'est le coût que cela représente. Alors, c'est une chose d'être capable de les traiter, ces déchets, mais vous ne pouvez pas les traiter, les retraiter tant que vous ne les avez pas collectés. Donc, nous travaillons dur pour voir comment est-ce que les gens peuvent nous envoyer leurs déchets, parce que un des problèmes avec les déchets humains, c'est que c'est assez compliqué. Si vous prenez un animal, mettons un singe, les singes produisent 3 types de déchets, seulement 3. Du CO2, leur déjection après leur repas, et troisièmement, ils perdent des morceaux de leur corps où ils meurent et leur corps entier devient un déchet. Tout ça, c'est également ce que nous on produit, tous ces éléments. Mais en plus de tous ces types de produits, nous avons des 300 types de déchets différents que nous produisons en permanence. Et quand vous les mélangez tous ces produits extrêmement complexes, ils deviennent extrêmement difficiles à retraiter. Et c'est pour ça qu'on finit par tout brûler dans une déchetterie. Donc, le problème du traitement des déchets, c'est de réussir à collecter un type de déchets à la fois. Notre méthode la plus populaire, qui est disponible en France si vous souhaitez l'utiliser, est la suivante. Vous allez sur nos sites Internet en France. Ensuite, vous choisissez un des programmes de collecte qui vous intéresse. Et au fur et à mesure qu'on se développe dans les pays, on en a plus de sortes. Vous choisissez
choisissez le programme pour lequel vous voulez participer à la collecte, vous choisissez vos déchets, vous les mettez dans la boîte. Quand la boîte est prête, vous nous l'envoyez dans un entrepôt qui correspond à votre pays. Quelquefois, on vous donne même une petite donation. Vous pouvez faire une donation pour une école ou quelque chose comme ça à l'occasion de vos donations. Et on fait ça de manière régulière. Et je crois qu'en ce moment, on a entre 250 et 300 000 personnes en France qui jouent le jeu avec nous et qui donnent leurs déchets. Ensuite, on le fait avec les écoles, différentes organisations, et les gens collectent tous leurs déchets. Vous avez vu, avec les écoles, il y a des millions de boîtes de ce type dans toutes sortes de pays. Les gens écrivent et disent « collectez mon produit », etc. Il y a même des gens déguisés en déchets qui viennent pour parler aux gens et leur expliquer comment traiter leurs déchets différemment. Et ce qui est très important, c'est qu'on collecte des volumes importants. On travaille également avec des détaillants pour collecter leurs déchets au niveau des magasins, par exemple du dentifrice, etc., etc. Donc, il est très important de collecter puis de retraiter tout cela. Mais tant que les gens ne sont pas intéressés et n'ont pas envie de participer, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment que les gens adhèrent. Il faut collecter, et traiter et faire la promotion, créer le buzz, donner envie aux gens. Donc, ça donne vraiment une approche particulière pour nous. Nous sommes toujours une relativement petite entreprise, donc nous avons créé un modèle que nous appelons le marketing de coûts négatifs. Pour faire cela, nous avons une approche en 3 parties. Premièrement, nous sommes très bons pour créer du contenu, des articles, etc. Il y a par exemple, vous pouvez avoir des organismes vous pouvez payer pour faire la promotion de vos informations sur Internet, etc., ou sur des journaux qui sont assez connus. On travaille également avec de nombreuses entreprises pour essayer de convaincre les communautés locales, les collectivités locales de collecter leurs déchets. Et on travaille également avec des entreprises, maternes, etc., pour vraiment pousser les gens à être plus informés sur ces produits, sensibiliser les populations. Ensuite, si vous écrivez par exemple sur Google Chipbag Recycling, le recyclage des paquets plastique, vous trouverez déjà les informations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le cerveau va faire avec toutes ces informations qu'il reçoit. Par exemple, les marques peuvent imprimer ce document, vous voyez, en expliquant que le produit que les gens achètent vont être recyclés. En France, par exemple, si vous achetez auprès de, je crois que c'est de Materne, la société Materne. Vous voyez, vous pouvez recycler votre pomme pot en France. Et au Canada, vous pouvez voir sur 1 milliard de paquets de cigarettes un message indiquant que vous pouvez recycler vos cigarettes. Donc, il s'agit de faire la promotion de ce message pour qu'il se répande et que les gens soient convaincus. Comme je vous l'ai dit, on peut recycler absolument tout. Au Brésil, on a décidé de travailler au recyclage des chewing-gums usés. Donc, avec le chewing-gum recyclé, on peut faire un plastique qui fonctionne très bien. On recycle également les cigarettes. On vient de lancer il y a 2 mois le recyclage de cigarettes en France et ça marche très, très bien. Les couches usagées, comme je vous disais, ça marche très fort aux États-Unis. Alors, je voudrais parler un petit peu plus de la question de la cigarette parce que c'est assez intéressant. Les gens se demandent comment est-ce que vous faites ça. Voilà le système de recyclage en Espagne, en Hongrie, en France, à la Défense. Maintenant, vous pouvez collecter vos cigarettes, elles seront recyclées. Donc, nous prenons les cigarettes qui sont recyclées avec le mégot, le tabac, on sépare le tout. Et les parties biologiques sont mises d'un côté, sont utilisées comme fertilisants, et l'autre partie, le mégot, c'est du plastique en fait, est transformé en produit plastique.
En fait, c'est des petits granulés plastiques qui ensuite permettent de fabriquer d'autres produits plastiques. On réutilise tout. Donc voilà comment on travaille pour essayer d'éliminer le concept même de déchets. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens me disent vous êtes une organisation qui ne fait pas de profit. On pourrait. Ce serait intéressant, mais c'est plutôt que notre objectif à nous, c'est de se poser la question de savoir quelle quantité de déchets au maximum on peut recycler. Et nous restons rentables. Et tant que nous sommes rentables, nous continuons à augmenter le nombre de produits que nous en sommes en train de traiter. Pourquoi est-ce qu'on fait des affaires? On fait des affaires parce qu'on veut faire des produits et fournir des services fantastiques. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent on va réussir à faire, etc. Ce n'est pas ça la question. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup et profitez bien du reste de cette conférence. Je vous remercie. Au revoir.